Bonsoir à tous, je suis Jérémy d'Innovation Time et on se retrouve ce soir pour la cinquième et dernière interview de cette édition spéciale Prix Stratégie. Et nous sommes accompagnés de Florent Héroguel, cofondateur de Bloom et CEO de son entreprise. Bonsoir Florent, est-ce que tu Bonsoir. peux te présenter un petit peu? Très volontiers. Alors, je suis Florent Rogel et donc je suis effectivement cofondateur de Bloom et COO actuellement. Donc voilà, c'est une société qu'on a fondée il y a 3 ans déjà. Et, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours avant que tu en viennes à fonder Bloom en 2017? Tout à fait, ouais. Donc, contrairement à beaucoup de gens dans cette pièce, moi j'ai un parcours très scientifique et technique. Je suis arrivé en Suisse en 2010 pour faire ma thèse de doctorat en catalyse. Ça s'appelle la chimie organométallique de surface, qui est quelque chose que peu de gens connaissent et qui est extrêmement abstrait. Mais je pense que c'était le meilleur moyen d'acquérir vraiment un bagage scientifique de qualité et d'avoir la formation pour bien comprendre tout ce qui est technique, la science et le monde qui nous entoure. Mais finalement, c'était quelque chose de très abstrait et à la fin de mon doctorat, j'ai voulu trouver quelque chose de beaucoup plus concret, plus appliqué sur le monde qui nous entoure, mais pas forcément me tourner vers l'industrie tout de suite. Donc je suis arrivé à Lausanne, ici à l'EPFL, en tant que collaborateur scientifique, dans un laboratoire qui était vraiment dédié à la valorisation de la biomasse. Donc ça a permis vraiment d'allier cette envie de travailler sur quelque chose de très concret, mais aussi être aligné avec ma volonté personnelle et un peu ma ligne de vie pour cette histoire de valoriser la biomasse. Et finalement, c'était tellement concret que rapidement, on a développé des procédés extrêmes qui ont reçu un retour très très positif, à la fois du monde académique, mais aussi du monde de l'industrie. Et c'est de là qu'est venue l'envie de créer Bloom. Parce que finalement, tu as une longue expérience académique, mais tu n'as quasiment aucune expérience en entreprise, enfin, avant Bloom en tout cas. Est-ce que c'était un choix de ta part de ne pas t'aventurer, ne serait-ce qu'au travers de stages, sur le monde pharmaceutique par exemple, ou des secteurs scientifiques, mais privés? Alors, non, c'était un choix. Moi, j'aimais vraiment cette recherche appliquée dans l'université. Mais finalement, il y a vraiment une opportunité qui a été créée ici, qui a permis de faire cette transition du monde académique vers le monde de l'entrepreneuriat. Il faut dire que j'ai eu la chance de rencontrer Rémi, donc le cofondateur de Bloom, qui lui avait un bagage entrepreneurial et ce qui a permis en fait de créer les premières notions au sein de l'entreprise pour avoir ce bagage entrepreneurial. Et finalement, j'ai mis peut-être quelque chose comme 10 années à acquérir mes compétences scientifiques. Et on a vraiment appris sur le tas tout ce qui est compétences entrepreneuriales. On a été extrêmement bien accompagnés. On a fait partie d'incubateurs ou d'accélérateurs au cours desquels on a reçu des formations très accélérées, mais qui ont permis de construire une base de société extrêmement saine. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de Bloom? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites concrètement? Tu viens de nous parler de biomasse, par exemple, déjà, ne serait-ce que définir cette information pour tout le monde. Exactement, alors la clé c'est que le monde qui nous entoure il est fait à partir de pétrole. Parce que si on prend cette chaise qui est en plastique, ou ce tapis, ou la peinture sur les murs, tout est fait à partir de ressources fossiles. Et on sait que ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, 4 millions de tonnes de CO2 chaque jour, parce qu'on va puiser 13 millions de tonnes de ressources fossiles chaque jour pour fabriquer ces produits. Donc il faut trouver des alternatives, et il n'y en a pas beaucoup, et la biomasse. Donc la biomasse, ici on parle spécifiquement de biomasse lignocellulosique, donc c'est toutes les plantes qui nous entourent, donc les arbres, les coquilles, la paille, les rafles de maïs, etc. Et cette biomasse, elle contient du carbone, exactement comme dans le pétrole. Mais au mieux d'utiliser le pétrole, et notre utilisation elle est vraiment nocive pour l'environnement, on peut se tourner vers la biomasse, qui contient aussi du carbone, mais encore faut-il l'utiliser parce qu'aujourd'hui, les technologies ne sont pas assez matures et sont peu efficaces. Ce qui fait que les produits issus de la biomasse, ils sont très souvent trop chers ou trop peu performants. Et avec Bloom, on a vraiment développé des nouveaux procédés qui permettent d'augmenter l'efficacité de ces procédés de valorisation de biomasse pour pouvoir concurrencer le pétrole et vraiment faire tous les produits du quotidien qui nous entourent, non pas à partir de pétrole, mais à partir de biomasse. Et tu t'es tourné donc vers l'entrepreneuriat parce que tu étais à la recherche de concret. Exactement, ouais. Mais Bloom, en l'occurrence, à quel point est-ce que c'est concret dans la finalité de votre startup aujourd'hui et des éventuels produits dérivés qui peuvent en être issus?
Du coup, c'est une transition qui se fait du monde académique. Donc, quand on était des chercheurs au sein d'un laboratoire, le but c'était de faire des publications, de déposer des brevets. Et on a développé une technologie. Et ensuite, d'un point de vue entrepreneurial, on a dit on ne va pas vendre une technologie. Il faut trouver un produit, mais même au-delà, il faut trouver des clients. Et c'est ce qu'on a fait depuis 3 ans. C'est vraiment avoir une transition de notre focus de la technologie et se tourner plutôt vers le client. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de défis techniques, donc qui consistent à mettre à l'échelle le procédé, le rendre beaucoup plus mature, pour pouvoir produire des échantillons de taille de plus en plus importante. Et après, il y a toute la partie commerciale, qui est très importante, où il faut prendre ces échantillons, aller les distribuer aux partenaires, aux clients potentiels. Avant ça, il faut évidemment identifier quels sont les marchés où il y a une forte traction, où il y a besoin de nos produits. Donc il y a faut jongler entre cette partie technique et scientifique et la partie commerciale. Et donc c'est concret parce qu'on distribue nos produits aux clients et en cas de succès, on espère pouvoir retrouver nos produits dans quelques années sur les étalages des magasins. Et cette partie commerciale, justement, dans votre parcours, comment est-ce que vous la gérez aujourd'hui, vu que vous n'y avez pas été vraiment familiarisé? Enfin, comment est-ce que toi et ton cofondateur, du coup, qui est aussi issu du monde scientifique, vous arrivez à développer Bloom aujourd'hui? On apprend vraiment sur le tas et je pense que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'essayer. Mais évidemment, on a j'imagine, des lacunes par rapport à des personnes qui ont un profil très commercial ou plus administratif. Mais on apprend, on découvre et nous, c'est du business to business. Donc on va directement parler à des gens qui connaissent très bien le côté technique. Je pense que ce serait beaucoup plus problématique si on était du B2C et qu'on devait parler aux consommateurs directement, parce que là, on n'est pas formé pour ça. Mais finalement, on apprend, mais là aussi, peut-être lancer un appel s'il y a des jeunes talents qui nous écoutent, qui ont des formations plus business, c'est exactement le type de profil qu'on recherche, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, parce qu'on recrute beaucoup de scientifiques. Là, on a une équipe qui grandit très vite, avec peut-être une personne qui rejoint l'équipe de R&D chaque mois, mais on est toujours à la recherche de profils aussi du côté business. Et quand est-ce que toi, Florent, tu t'es décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est qui a été un petit peu ton déclic et d'où vient cette envie? Oui, il y a un peu toutes les étoiles qui se sont alignées. C'est qu'on avait cette technologie, on sentait vraiment un enthousiasme de la part de l'industrie qui me disait il fallait que quelqu'un prenne cette technologie et l'emmène à l'échelle commerciale. Et que la personne qui ferait ça pouvait être que les personnes issues de ce laboratoire. Et il y a eu ce timing excellent où Rémi, donc mon cofondateur, qui a rejoint et qui a pu déclencher ça un peu et dire on se lance, parce que tout seul, je pense, je ne l'aurais jamais fait. Et c'est vraiment, on s'est rejoint, on s'est retrouvés. Et aussi, ce qui a déclenché, c'est qu'on s'est senti très rapidement soutenu, du soutien de fondations ou qu'on puisse soutenir notre activité rapidement. Donc finalement, il y a eu moins de prise de risque que certaines startups qui sont fondées et qui doivent pendant plusieurs années essayer de survivre ou faire du bootstrapping. Nous, on a tout de suite été soutenus et notre projet a su attirer des financements et ça a permis de se lancer très rapidement. Quels sont un petit peu du coup les obstacles que vous avez pu rencontrer en chemin et comment est-ce que vous avez pu les surmonter, toi et ton cofondateur? Alors, je dois dire, moi j'ai tendance à me dire qu'il n'y a pas eu tant d'obstacles que ça, c'était des petits obstacles qu'il fallait affronter, mais évidemment il faut lever les fonds, grandir une équipe, mais une fois de plus, on a vraiment reçu beaucoup de soutien et je pense qu'à Lausanne c'est vraiment un terrain très propice pour faire l'entrepreneuriat, parce qu'on a tout de suite pu avoir des fonds pour faire notre activité, on a pu être hébergé à l'EPFL, mais finalement il y a quand même une période de transition. Quand on n'est plus une petite spin-off dans un laboratoire et qu'on veut évoluer plus indépendamment, là il y a tout un moment où tout d'un coup on a besoin de plus de fonds parce qu'on ne peut plus bénéficier des infrastructures de l'EPFL. Et c'est ce moment-là qui est un moment clé où il faut vraiment basculer et d'une start-up on passe à une PME et il faut vraiment commencer à payer les employés, payer des taxes, faire des déclarations d'impôts, faire des choses très administratives, faire des déclarations AVS, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, tout d'un coup, nous tombe dessus. Je dirais que c'était là le moment le plus critique, mais finalement, ce n'est pas les aspects techniques et scientifiques ni commerciaux, c'est plutôt les aspects administratifs qui sont les obstacles et qui ont tendance à ralentir la croissance. Et qu'est-ce qui toi te motive personnellement aujourd'hui dans cette aventure, dans Bloom et dans ce que tu es en train d'entreprendre? Je pense que c'est toujours un peu cette vision d'essayer de construire un monde plus vert. Et si on se donne autant
dans cette tâche, c'est qu'on a vraiment le sentiment que notre technologie va pouvoir changer. Mais il y a aussi ce côté vraiment Bloom, c'est mon bébé, c'est vraiment, je suis très très fier et on a envie de l'accompagner jusqu'au bout. Et du coup, c'est vraiment motivant. On donne notre temps, notre énergie sans compter parce que c'est quelque chose qu'on a créé et qu'on a envie d'amener jusqu'au bout. Et ça, c'est même au-delà des cofondateurs, c'est quelque chose qu'on a su transmettre à toute l'équipe. Et Bloom, c'est vraiment ça, c'est toute l'équipe, elle se sent en part entière des gens qui font partie de Bloom et tout le monde a envie d'emmener Bloom le plus loin possible et on l'espère jusqu'à l'échelle commerciale. Et sur la partie entrepreneuriale de la chose, tu as eu des sources d'inspiration, en particulier des livres ou des personnalités qui t'ont marqué dans cette aventure? Pas spécifiquement, mais j'ai tendance quand même à être très curieux et à regarder un peu la vie des différents entrepreneurs. Donc là, typiquement, je lisais une bio sur Antoine Riboud ou des gens qui ont créé des entreprises. Évidemment, c'est très différent parce qu'on est dans un nouveau millénaire, c'est très différent par rapport à des gens qui ont monté des entreprises dans les années 1900 ou 1980. Mais évidemment, ouais, j'ai regardé un peu ce qu'ont fait les autres entrepreneurs et c'est très inspirant. Et c'est toujours motivant de voir qu'il y a des gens qui ont eu du succès. Donc on se dit pourquoi pas nous. Et pour revenir à votre entreprise et à votre produit en lui-même, finalement, dans son application concrète demain sur des produits, ça va être quoi les différences fondamentales avec une utilisation du pétrole au-delà de la simple extraction? Mais si on réussit vraiment ce qu'on fait, le consommateur lui, il ne verra pas la différence. Parce qu'il n'aura pas un produit qui est plus cher et il n'aura pas des qualités inférieures. Même l'idée, c'est d'avoir des qualités même supérieures, d'aller vers des nouvelles performances. Mais la clé, c'est qu'au lieu d'aller puiser du pétrole, parce que puiser du pétrole, ça émet beaucoup de CO2 quand on va puiser le pétrole et aussi en fin de vie. Alors qu'avec la biomasse, on est vraiment dans un cercle vertueux, parce que le CO2 qui est dans l'atmosphère, il va être capté par les arbres, qui va être stocké donc, sous forme d'un tronc d'arbre typiquement, et nous on va utiliser cet arbre donc, qui a capté du CO2, on va le transformer, ensuite on va le transformer avec un procédé qui est vraiment noble et qui ne va pas émettre trop de CO2 parce qu'il est peu gourmand en énergie et il y a peu de sous-produits et peu de déchets. Donc pour résumer, on prend une ressource vraiment qui est verte avec un procédé vertueux et ensuite en fin de vie, on va avoir des matériaux qui vont être biodégradables ou recyclables, ce qui permet de ne pas avoir un matériau qui va finir dans des décharges. Donc vraiment, on agit sur ces trois piliers-là, le début de vie, la transformation et la fin de vie. Parce que, quelles sont un petit peu les clés différenciantes par rapport à d'autres alternatives au pétrole qui existent sur le marché aujourd'hui? Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a que deux alternatives. Donc il y a la biomasse dont on vient de discuter et le CO2 atmosphérique, parce qu'il contient du carbone. Mais sinon, c'est les deux seules sources viables à grande échelle, c'est la biomasse et le CO2 atmosphérique. Et le CO2 atmosphérique, c'est quelque chose que j'espère va se développer énormément. Il n'y a pas une concurrence, parce qu'il y a un besoin, il y a une concurrence, mais il y a un besoin tellement énorme. Finalement, il y a beaucoup de place pour ces technologies. Pour l'instant, le CO2, c'est pas encore assez mature. On peut le capter, mais pour le transformer en produit, c'est compliqué. Mais après, si on parle d'autres énergies renouvelables, comme l'hydraulique, l'éolien ou le solaire, avec ça, on peut faire de l'énergie, mais on ne peut pas construire des matériaux, parce qu'on n'a pas de carbone. Et finalement, aujourd'hui, vous en êtes où dans l'étape, dans le développement de cette entreprise, dans les différentes étapes qui ont pu succéder de la création vers la mise sur le marché? Vous en êtes où? Alors, on a beaucoup avancé parce que sur le point de vue technique, on a commencé à développer cette technologie à l'échelle du gramme, donc vraiment quelques copeaux de bois dans un tube à essai. Et aujourd'hui, avec nos partenaires à Fribourg, on a une halle de production qui tourne avec un réacteur de 600 litres. Donc ça permet vraiment, au niveau technique, de prouver la maturité du procédé, non pas seulement par sa taille, mais aussi par sa maturité. Et au niveau commercial, on a reçu vraiment une très forte traction pour toute notre gamme de produits. Les partenaires, ils veulent en recevoir, on reçoit des commandes, on fait déjà des ventes. On n'est pas encore indépendant financièrement, évidemment, on dépend des levées de fonds qu'on effectue et qui, jusqu'à aujourd'hui, ont été très fructueuses. Mais au niveau commercial, on a déjà des ventes, nos produits sont de plus en plus matures, on va vers les premières certifications, par exemple pour la biodégradabilité de certains plastiques, etc. Donc au niveau commercial et au niveau technique, on a vraiment beaucoup avancé, mais pour être transparent, il y a évidemment encore de nombreuses étapes avant de pouvoir
atteindre le stade commercial vraiment et de break-even. Pourquoi participer au prix Stratégie du coup aujourd'hui? Ben, ça nous amènerait, ça nous a déjà amené beaucoup de visibilité parce que nous, on est quand même une équipe très scientifique, donc on n'est pas des experts du marketing. Donc on saisit l'opportunité de ce genre de compétition pour avoir une visibilité médiatique. Comme ça, on a un retentissement quand on gagne ce type de prix qui permet vraiment d'être présent dans les médias et d'avoir une visibilité, on l'espère, auprès de certains clients. Et l'idée aussi, c'est que si on est récompensé avec ce prix, ben, ça permet vraiment de valoriser, de récompenser tout le travail qu'on a donné jusqu'à aujourd'hui. Et on a reçu beaucoup de prix scientifiques. Et ce serait vraiment un très bon sentiment aujourd'hui d'être récompensé pour un prix qui est plus stratégique ou plus business pour montrer que Bloom est fort dans les deux aspects. Parce que justement, pour parler de stratégie de business, pourquoi ne pas avoir fait le choix de vous-même arriver sur le marché avec des produits finis, peut-être en vous associant avec d'autres entrepreneurs en herbe, et utiliser justement cette technologie comme une technologie propriétaire? Pourquoi aujourd'hui chercher à revendre cette matière première finalement à d'autres exploitants? Non, c'est vraiment très, très intéressant au niveau stratégique, c'est une discussion qu'on a vraiment au quotidien, parce que cette chaîne de valeur, il faut savoir, nous on sait qu'on commence à partir de la biomasse, parce que c'est vraiment notre cœur de métier, mais jusqu'où on s'arrête, parce qu'évidemment, la plupart des bénéfices, ils se font vraiment au bout de la chaîne de valeur. Celui qui fait la dernière transformation, c'est la personne qui va récupérer le plus de marge. Donc nous, si on s'arrête trop tôt, on va avoir du mal à atteindre une rentabilité avec des faibles volumes, donc on essaie d'aller le plus loin possible. Donc on se focalise vers ce cœur de technologie. Après, je n'ai pas parlé d'autres technologies, mais finalement, la force de Bloom aussi, c'est qu'on a construit une équipe de scientifiques qui ont une très bonne compréhension des matériaux et de la biomasse en général. Donc finalement, on a construit une usine à brevets maintenant. On a des gens très talentueux et on n'a pas une seule technologie, on a d'autres technologies. Donc on a des bioplastiques, des biocarburants, on a toute une gamme de produits. Donc finalement, notre travail, c'est de vendre ces technologies, de les amener à maturité pour ensuite entrer dans un modèle de fournisseur de technologie où, sous forme de licence, on pourrait avoir des revenus sans avoir à être producteur nous-mêmes. Ça a toujours été l'idée de Bloom, et la tienne et celle de ton cofondateur? Exactement, donc l'idée c'est de pouvoir être fournisseur de technologie le plus rapidement possible parce que les investisseurs typiquement, ils n'ont pas forcément la patience d'attendre qu'on construise tout un tas d'usines. Et l'idée aussi d'une start-up, et c'est sa définition même, c'est de pouvoir se mettre à l'échelle très rapidement et pouvoir scaler énormément. Et du coup, le temps qu'on se construit des usines, ce ne serait pas viable. Donc l'idée qu'il faut le plus rapidement possible, avoir des gens aujourd'hui qui ont déjà l'infrastructure et qui veulent avoir plus de rentabilité, ils vont utiliser nos technologies pour pouvoir augmenter leur rentabilité. Mais avant ça, évidemment, il faut que nous, on fasse le travail de dérisquer les technologies, comme on l'a dit avant, sur le côté technique, mais aussi sur le côté commercial, valider que les marchés existent et qu'il y a des clients pour acheter. Et à partir du moment où on a démontré ça, on peut recevoir des revenus sous forme de licence. Parce que c'est quoi votre ambition personnelle vis-à-vis de ce projet sur le long terme? Du coup, nous, on a beaucoup de mal à imaginer lâcher les rênes rapidement. Il y a sûrement un moment qui va arriver où ce ne sera pas plus notre décision. Mais l'idée, c'est vraiment, nous, Bloom, on veut l'amener le plus loin possible, vraiment jusqu'à l'échelle commerciale, donc avoir des usines qui tournent, etc. Et après, en termes d'exit, il y a beaucoup d'opportunités et ça dépendra des opportunités. On a beaucoup de partenaires stratégiques qui sont déjà revenus dans le capital de l'entreprise, donc il y a beaucoup d'options qui sont ouvertes. Et aujourd'hui, on peut difficilement se prononcer pour en privilégier l'une ou l'autre. C'est encore trop tôt. Et pour te poser la même question que j'ai posée à peu près tout le monde, si toi tu devais te rencontrer maintenant quelques années en arrière au début de tes études, est-ce que tu aurais fait les mêmes choix de parcours en ce qui concerne l'entrepreneuriat? Et est-ce que tu t'étais, à partir de quel moment est-ce que tu t'es vraiment imaginé te dire ok, non seulement je fais de la recherche, mais en plus je fais de la recherche et je vais amener cette recherche jusqu'en bout de ligne? Je pense que je l'aurais fait beaucoup plus tôt en fait. Avant, au lieu de faire une thèse, si j'avais pensé à ça avant de faire ma thèse, j'ai adoré faire ma thèse, j'ai pas de regrets, mais peut-être j'aurais pu choisir un laboratoire avec des sujets plus appliqués et pour pouvoir monter une start-up dès ma thèse.
ou même si j'avais eu l'idée avant, peut-être déjà si j'étais en master, j'aurais voulu monter ma première startup. J'ai attendu trop longtemps, j'ai attendu d'être déjà vieux pour faire ma première startup et j'ai pas de regrets, mais je pense que c'est ça. Si je retourne en arrière, je recommencerai beaucoup plus tôt parce que c'est vraiment, je pense, l'expérience professionnelle la plus enrichissante de ma vie. J'ai encore le temps de tuer et de refaire d'autres startups d'ici là, mais je pense vraiment que j'aurais aimé commencer plus tôt. Qu'est-ce qui t'a retenu à l'époque, concrètement? Mais il n'y a pas eu d'opportunité et peut-être aussi quand on est dans des filières très techniques, on fonce un peu tête baissée. On fait un bachelor, ensuite on fait un master, mais qu'est-ce qu'on fait après? Ben, on fait une thèse et du coup on fonce un petit peu sans regarder les opportunités. Et moi j'avais pas la visibilité de ce monde de l'entrepreneuriat. Pour moi, il y avait deux options, c'était devenir prof dans une université ou travailler en tant que chercheur dans l'industrie pharmaceutique par exemple. Mais j'avais pas eu cette vision de l'entrepreneuriat assez tôt. Très bien, et pourquoi entreprendre en Suisse romande au final? Mais je l'ai mentionné avant, je pense que c'est vraiment un endroit très privilégié parce que si on a un bon projet, il n'y a aucune chance de le rater ici. On ne pourra jamais dire qu'on n'a pas été soutenu, que ce soit sur le coaching, le nombre d'incubateurs ou d'accélérateurs auxquels on a pu participer, au niveau des fonds, les fonds publics, typiquement InnoSuisse, les fondations comme Guébert Truff ou De Vigier, mais aussi grâce à l'excellence de l'EPFL, on arrive à attirer des investisseurs. On a vraiment, je pense qu'on n'aurait pas pu faire des levées de fonds aussi grandes s'il n'y a pas eu le logo de l'EPFL en bas de nos pitch decks. Eh bien, un dernier mot, peut-être quelque chose à ajouter, Florent? Merci beaucoup pour l'invitation et je renouvelle l'appel aux jeunes talents motivés qui partagent notre vision. Pas hésiter à nous contacter, on est toujours en recherche de talents. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. C'est un plaisir de prendre connaissance du coup de ton projet. Tu fais partie donc des finalistes du prix stratégiste. La cérémonie de clôture est la semaine prochaine, mercredi prochain pour être précis. On t'y retrouvera et on te souhaite tout le meilleur pour remporter le prix et pour la suite de Bloom. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la couverture du prix stratégiste, mercredi. À très bientôt.